Il y a des gens qui sont inquiets en voyant les querelles PQ, QS, QS, PQ, en se disant, ben là, ça sera jamais possible de voir ces deux partis-là travailler pour l'indépendance ensemble. Moi, quand Kim Thuy parle d'indépendance du Québec, puis là, gars, je fais juste dire son nom et j'en ai le frisson. Parce que ça, c'est le Québec que j'aime. Ça, c'est le Québec auquel j'aspire. Est-ce que tu trouves qu'on arrive trop vite à cette conclusion-là de quelqu'un qui parle de seuil d'immigration est fermé à l'immigration? Ben, écoute, quand tu as un micro là, dans l'espace public, puis tu l'utilises, ce micro-là, pour mettre en doute des choses, ça décomplexe les paroles des gens. Nous, on le voit comme féministes, là. T'sais. À partir du moment où la droite conservatrice se décomplexe, les féminicides augmentent. Hier, justement, Vincent Marissal en parlait un peu, à Tout le monde en parle. Il disait, quand on veut gagner un référendum ou on veut faire l'indépendance du Québec, il faut mettre du monde politiquement ensemble. Ben, il reprochait en fait à Québec solidaire d'attaquer beaucoup le Parti québécois sur la personne de Paul Saint-Pierre Plamondon, sur sa personnalité. Est-ce que c'est un constat que tu partages? Tu sais, eux autres sont pris avec une loi extrêmement coloniale qui s'appelle la loi sur les Indiens. Vous en avez peut-être déjà parlé ici, qui est une loi terrible. Vous écoutez Génération Oui, le podcast indépendantiste avec Florence, Marc-Antoine et David. Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un nouvel épisode de Génération Oui. Génération Oui, c'est quoi? C'est un média 100% indépendantiste, donc on fait la promotion de l'indépendance. Nous, on pense que si on parle d'indépendance, on a plus de chances de gagner. Donc, on en parle abondamment. Donc, vous pouvez aller retrouver tous nos entretiens sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous, commentez, partagez. C'est vraiment la meilleure façon de faire gagner le camp du oui pour le prochain rendez-vous qui nous attend, mes amis. Et permettez-moi également de remercier le Fonds indépendantiste du Québec. On y reviendra plus tard dans l'épisode, mais donc, allez voir ce qu'ils font. C'est extraordinaire, fdq.québec. Le Fonds indépendantiste, ils vous soutiennent dans vos projets indépendantistes comme nous à Génération Oui. Donc aujourd'hui, on a reçu nul autre que Manon Massé pour parler justement, évidemment, de la question de l'indépendance, du camp du oui, de Québec solidaire, de la gauche, de la droite, mais également de la question de l'immigration, tout ce qui a secoué aussi Québec solidaire avec la crise, avec le départ en fait de Vincent Marissal. Donc voilà, c'est un excellent épisode que je vous invite à écouter jusqu'au bout et sur ce, je vous souhaite un bon épisode. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un invité, encore une fois, très spécial comme toujours, mais juste avant, on est avec également Florence Colette, ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi, Marc? Ben oui, très content de t'avoir à mes côtés aujourd'hui. Et donc, on reçoit Manon Massé, ça va bien? Ça va super bien, toi aussi, Marc-Antoine. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Florence. Oui. Donc, on va évidemment parler d'indépendance, du camp du oui, de la Non. gauche. Sérieusement? Oh, que je suis surprise. C'est surprenant, Génération Oui. Puis on va parler évidemment, c'est ça, de Québec solidaire, ce qui se passe en ce moment. Justement, au moment où on enregistre cet épisode, Vincent Marissal a été exclu ou a quitté le caucus de Québec solidaire. Comment tu reçois ça, toi, cette nouvelle-là? J'imagine que ça doit être quand même un peu déchirant humainement. Oui, ben absolument. Tu sais, c'est quand même quelqu'un avec lequel je travaille depuis quelques années, mais c'est sûr que, tu sais, à partir du moment, comme caucus, où on apprend qu'il était en discussion avec un autre parti pour se présenter en 2026, tu te dis, bon, ben là, tu sais, c'est... Désolé, mon man, mais tu peux faire partie de la gang, tu as choisi. Fait que c'est pour ça que ton introduction est bonne, tu sais. Est-ce qu'on l'a exclu du caucus ou il s'est exclu lui-même, ou un petit peu des deux? Moi, je pense qu'à un moment donné, ben, c'est ça, il fallait qu'il assume les choix qu'il avait faits, puis ce choix-là, ben, c'était de pas revenir avec Québec solidaire pour 2026. Alors, voilà, c'est son choix. Pour le reste, invite-les, semble-t-il, trouvait qu'on n'était pas assez vocal sur l'indépendance. Alors, c'est un beau moment peut-être pour venir échanger avec lui de sa vision. Ben oui. Ben ouais, ça pourrait être intéressant. On va assurément le faire, on verra la réponse. Oui, d'autant plus que Florence a dit, mais mon Dieu, il faut les inviter un par un. Ben oui, Oui, on va inviter toutes les indépendantistes. C'est le même qu'on fait révolution. Un par un, donc ils n'ont pas le choix, éventuellement, ils vont passer ici. Donc, c'est super. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose que le caucus aurait pu faire pour prévenir le départ ou le fait qu'il parte un peu du caucus? Ben, écoute, personnellement, j'ai pas eu d'échange avec lui. Fait que, tu sais, puis on sait c'est quoi la game politique, là. Je pense que,
Il disait que ça faisait quelques mois qu'il réfléchissait à ça. Ben, on l'avait vu parce qu'il avait quand même exploré il nous avait laissé entendre qu'il avait exploré la politique municipale. Fait qu'on sentait là, qu'il y avait quelque chose qui marchait pas pour lui. Puis regarde, c'est un principe, c'est ça la base d'un parti politique. Moi, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui adhère à 100% des plateformes ou des programmes qui sont portés, mais quand tu n'es plus à l'aise, ben c'est effectivement le temps qui part. Je trouve que ça manque un peu d'élégance, mais rendu là, ça y appartient. Tout à fait. Rentrons dans le vif du sujet, dans de quoi de plus joyeux peut-être Voilà. pour nous. Quand et comment es-tu devenu indépendantiste? Oh my God! Tu sais, moi, en 80, j'avais 17 ans. Puis à 80, c'était une effervescence. Moi, je viens d'une famille qui n'était pas du tout politisée. Ah ouais. Ouais, non. Moi, c'est très chrétien, très... Bon, c'est une autre génération, là. J'ai quand même 63 ans, tu sais, fait que mes parents en avaient pas mal plus. Fait que c'est ça. Donc, moi, c'est beaucoup à travers l'effervescence. Je m'excuse, les auditeurs, j'ai une fin de rhume, alors vous allez l'avoir dans les oreilles. C'est ça, donc, c'est l'effervescence. C'est, tu sais, en fait, moi, ce qui m'a toujours frappé, moi, je suis né dans les cantons de l'Est. Fait que moi, la division anglophone-francophone, qui était beaucoup plus marquée dans mon temps, parce que c'était évident que les anglophones possédaient le capital, puis les francophones, ben, étaient au service de ce capital-là. Fait que moi, mes parents, mes oncles, mes tantes, tout le monde était embauché soit dans une industrie, dans une usine, puis à Windsor, où je suis né, c'était tellement évident. Tu avais une partie de la ville, c'était, je vais appeler ça les travailleurs-travailleuses, puis l'autre partie, ben, c'était les boss. Alors, puis c'était anglophone d'un bord, francophone de l'autre. Fait que je pense que ça m'a teint, ça atteint quelque chose. C'est sûr, c'est sûr. Puis là, ben, si on retourne dans les années 80, tu sais, on est déjà, ça fait 4 ans que le Parti québécois a pris le pouvoir. Son projet était clair. Il nous avait démontré aussi déjà que sa vision du monde, ce qu'il voulait mettre de l'avant, était une vision très inclusive, très... tu sais, moi, Gérald Godin, faut dire que j'adore la poésie, en partant. Puis en plus, ben, c'était le chum de Pauline Julien. Fait qu'il y avait tout pour que je l'aime, là, tu sais. Ces gens-là étaient très inspirants. Très inspirant pour une jeune de 17 ans. Puis, bien sûr, à 17 ans, mais c'est aussi tes profs, là. Puis les profs, à l'époque, ils se posaient pas la question s'ils devaient ou non garder une certaine objectivité pour répondre aux élèves différents dans sa classe. Non, nous autres, c'était... Puis rendu à cette époque-là, j'étais rendu à Boucherville. OK. Donc... À Desmortagne? Hein? À Desmortagne? Ouais, Ah ouais? exactement. Oui, Oh, ok. tu connais mon école secondaire. Oui, je suis allée là aussi. Ah! Oui. Ben voyons donc! Ah, oui, ok. Le monde est petit, hein? Le monde est On s'est pas petit. croisés, malheureusement. Non, il y a quand même une génération qui nous sépare. J'avais pas remarqué. Vite de même. Tant mieux. Ouais, fait que c'est ça. Donc, puis je pense, moi, à ce moment-là, c'est vraiment mon prof d'histoire. Vraiment mon prof d'histoire ça m'a frappé. Tu sais. Puis ce prof-là, c'était au mois de mai, le référendum de mémoire. Le 20 mai, ouais. c'est ça. Hein? Ouais, parce que j'ai eu 17 ans le 22 mai. Ah, C'est pour ça boy. que je me souviens. Tu sais, et notre prof d'histoire, on l'a pas revu de la fin de la session. Il est rentré vraiment dans un... Pour lui, ça l'a mené dans une dépression. Fait que, tu sais, puis là, quand t'es jeune, tu te fais toutes sortes d'hypothèses, c'est pourquoi, puis tout ça. Mais bref, je pense que c'est vraiment là où j'ai compris, parce que j'avais aussi assez de mémoire pour me souvenir des années 70, donc le FLQ, la présence de ce discours. Moi, je me souviens pas de ce qu'il se disait, mais je me souviens, parce que chez nous, ça avait arrêté de respirer, la lecture du manifeste. Puis moi, tu sais, reliser ce manifeste-là, c'est une ode à la libération d'un peuple
qui est soumis aux impératifs du capitalisme, puis eux autres, ils ne possèdent pas le capital. Tu sais? Alors, ça, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours touché, indigné, allumé. Et c'est pourquoi je pense que ça a contribué à m'amener à me dire qu'un autre Québec était possible, et y croire. Et après ça, ben, d'avoir la chance, malchance, je ne sais pas, mais de vivre le référendum de 95, où là, plus conscience, j'ai dans la trentaine, donc je commence à voir un petit peu plus clair sur des dimensions plus politiques, ben, me rendre compte que, dans le fond, il y a des gens qui détiennent le pouvoir et qui veulent le maintenir à tout prix. Et donc, la belle vision que moi je partage, que tous les peuples de la Terre sont libres de s'autodéterminer. Moi, je crois à ça profondément. Ben, c'est comme si là, puis un peu quand on parlait de la Catalogne tantôt, tu sais, le peuple est libre, moi, mais c'est combien de fois qu'il essaye, puis que c'est le pays qui, lui, est déjà reconnu, qui fout le bordel, là, tu sais. C'est un peu ça qui est arrivé en 95. Fait que c'est un peu à travers ça, je dirais que je suis devenu une indépendantiste pour, je dirais, changer profondément les choses. En 95, justement, est-ce que tu étais impliqué un peu? Est-ce que tu étais déjà dans le milieu communautaire, je présume? En 95, j'étais à la Fédération des femmes du Québec et j'organisais la Marche du pain et des roses. Oui, c'est vrai. Ben oui, c'est C'était vrai. ma principale préoccupation en 95. Françoise David, qui était ma collègue de travail, elle, avec la Fédération, était impliquée dans le partenariat pour la souveraineté. Ouais. On avait même fait, en 94, je pense, non, c'est peut-être même en 95, on avait fait un vote en Assemblée générale qui avait été assez difficile, qui avait eu des impacts dans l'organisation de la FFQ. Ça avait rassemblé du monde, mais ça l'avait divisé énormément aussi. Mais moi, c'est ça. Moi, j'étais une des principales organisatrices de 95. Ouais. Alors, toute l'année qui précédait, même quand partenaire pour la souveraineté, François était impliqué, moi, je gérais l'autre bout, là. Comme, plus le terrain, là. Le terrain, Ben, avec... puis des groupes qui... je me souviens, entre autres, un des groupes, le Centre des femmes sud-asiatiques, qui, elle, avait souvent pris le micro durant la prise de parole, durant l'Assemblée générale où on avait pris position. Et je me souviens très bien des femmes très respectueuses, donc des néo-québécoises, socialisées en anglais, parce qu'elles venaient de l'Asie du Sud-Est, pour la majorité, et très respectueuses de la démarche de la Fédération des femmes, mais en même temps, chaque fois qu'elles prenaient le micro, on comprend pour telle affaire, mais pour telle affaire, pas capable de voter en faveur de ça. Fait que ça a été un branle-bas de combat, mais moi, j'ai toujours eu la profonde conviction que pour faire l'indépendance, il faut vraiment que ce soit un mouvement qui ratisse large, qui rassemble, qui ouvre les perspectives. Et pour ça, c'était beaucoup Françoise qui était au niveau politique. Là. Moi, j'étais vraiment au niveau organisationnel. Mais j'ai beaucoup aussi apprécié le respect avec lequel Françoise avait amené ses troupes à faire la réflexion, parce que c'est des réflexions qui partaient dans les groupes de base, puis là, les gens arrivaient avec des mandats à la Fédération des femmes du Québec. Et le respect avec lequel Françoise a mené ces débats-là. Et finalement, bon, la Fédération avait décidé de devenir membre de partenaire pour la souveraineté à cause de la place importante de la société civile. De ne pas prendre position pour un parti politique, mais bien pour l'acte de souveraineté que voulait se donner le Québec à ce moment-là. Ah, c'est vraiment intéressant là, que tu parles de la... Est-ce qu'aujourd'hui, cette fédération-là, ça ressemble à quoi?
quelqu'un qui est moins familier? Oui, ben la fédération, elle a vécu comme tous les larges regroupements des hauts et des bas. Je te dirais que présentement, en 2025, elle est dans une ère de reconstruction. OK. Je pense que le mouvement des femmes, largement au Québec, début des années 2000 jusqu'à 2010-ish, c'est beaucoup divisé sur une perspective intersectionnelle. Donc, de reconnaître qu'il y a à la jonction, à l'intersection, parce que tu es une personne racisée, parce que tu es une femme lesbienne, parce que Ouais. tu vis avec un handicap. Bref, quand tu vis à l'intersection, tu vis des défis particuliers. Oui, tout à fait. Et je pense qu'à ce moment-là, le mouvement des femmes, c'est un peu... ça c'est... Fractionné un peu. Ça s'est fractionné, tu sais, sur des dossiers comme la trans, les personnes trans, les femmes trans notamment. Fait que ça, mais là, je sens, parce que là, je suis plus vraiment impliqué à ce niveau-là, j'ai d'autres implications. Je sens que là, il y a comme après ça être bien chicané comme faux, là, il y a comme un besoin de revenir ensemble parce que les féminicides n'arrêtent pas d'augmenter, parce que l'itinérance augmente, puis l'itinérance des femmes aussi prend une couleur très spécifique, parce que les femmes réfugiées se retrouvent dans des situations inhumaines. Bon, alors, je pense que là, les femmes recommencent, le mouvement des femmes recommence à retisser des liens pour être plus fort devant l'adversité qui nous, parce que je suis une femme, qui nous touche, nous autres, les femmes, ouais. Vraiment. Ça doit, surtout avec le vent de conservatisme qu'on a vu dans les derniers mois puis dans les dernières années. Là. Exactement, c'est la montée du masculinisme. Pour moi, vieille féministe, là, c'est épeurant. Tu te dis, hey, regarde. C'est fou. Puis je vois sensiblement la même courbe pour je dirais, l'ouverture à la diversité de genre, diversité sexuelle. Tiens, encore cette année, on a eu des sondages qui démontraient que dans les écoles, on retourne dans le fond. Puis j'insiste sur le mot retourne, parce que moi, j'ai connu ça quand j'étais jeune. Hein, tu sais, dans les années 80, début 90, on se battait pour le droit d'aimer qui on voulait, là, tu sais. Alors que votre génération, aimer qui on veut, c'était pas de trouble. Mais la génération qui monte avec toute comme tu le dis, Marc, la montée d'une droite conservatrice qui, en fait, déconstruit des affaires, puis surtout ici au Québec, mais c'est vrai partout sur la planète, des affaires qu'on avait, il me semblait que c'était réglé, ces affaires-là. Oui, vraiment. Fait que ça, c'est un peu épeurant comme vieille féministe, j'avoue. Mais comme l'avortement aussi, là. Ben, absolument. Comme dans mes cours de philosophie, les enseignants, les professeurs à l'université me disaient qu'ils n'en parlaient même plus de l'avortement parce que c'était plus un enjeu. C'est comme un vieux débat, fait qu'on n'en parlait même plus. Ouais. Mais là, maintenant, même que selon moi, ça devrait pas être un débat, évidemment, c'est des questions qui reviennent parce que les étudiants, ce qui se passe aux États-Unis, est-ce que nous, au Québec, on va être touchés? Mais c'est fou de penser que c'est des enjeux qui étaient comme fermés dans des livres puis qu'on allait juste aller de mieux en mieux, peut-être qu'il allait avoir encore plus d'accessibilité, mais jamais qu'on allait retourner. Fait que ça fait vraiment peur, là, vraiment. C'est vraiment épeurant, puis je dirais, pour moi, c'est encore plus épeurant quand je vois, par exemple, Simon Jolin Barrette arriver avec sa constitution. Puis là, je suis obligée de le dire, là, c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui l'a écrit. Il n'a pas demandé à personne, il n'a pas travaillé avec les gens, il n'a pas essayé de mobiliser le monde là-dessus. Il veut en faire une loi ordinaire, puis ça, pour moi, c'est problématique. Parce qu'une constitution, pour moi, c'est pas ordinaire. C'est l'essence d'un peuple. C'est pour ça, quand tu veux faire un pays, tu as inévitablement à retourner à la souveraineté du peuple pour construire ce que tu veux mettre dans ta constitution. Puis qu'est-ce qui dit qui t'inquiète exactement pour les gens qui seraient moins familiers? Ben, écoutez, on pourrait en parler Un longtemps. exemple, peut-être? Mais oui, non, mais je trouve ça important. Surtout que, j'ai envie de dire, actuellement, c'est un peu mélangeant la façon dont la CAQ aborde cette question-là. Choses qui sont inquiétantes. Par exemple, subordonner la Charte des droits et libertés à la Constitution. On pourrait trouver ça normal. Nous autres, à Québec solidaire, on dit que dans une assemblée constituante, la Charte québécoise des droits de la personne, qui est le consensus du Québec, quand
on met pas trop de trous dedans, là, ben que ça devrait se retrouver effectivement dans la Constitution. Mais là, lui, de sa loi ordinaire, qu'il appelle une Constitution, il vient subordonner les droits de la personne à des éléments de sa charte, dont notamment la loi 21. Et ça, pour moi, c'est problématique parce que la loi 21 enlève des droits à des femmes. Tout à fait. Ouais. Fait que moi, comme féministe, ça me rend folle. J'ai tout fait pour pas que cette loi-là arrive. Je sais qu'il y a bien des gens qui sont d'accord, puis vous avez le droit d'être d'accord. Moi, je suis fondamentalement contre retirer des droits des gens. C'est pas de même qu'on réussit à passer au travers. Et donc, la Charte des droits et libertés est subordonnée à la Constitution. Et donc, par conséquent, ce qui va primer, dans ce cas-là, c'est la loi 21 et non pas la Charte des droits et libertés. Moi, je trouve ça dangereux. Parce qu'après, les femmes qui portent le hijab, c'est les personnes trans qui vont y passer. C'est les gens qui ont les yeux bleus, là, je niaise, là, mais vous comprenez? C'est une loi ordinaire qu'ils vont pouvoir adopter parce qu'ils ont les sièges nécessaires dans un mode de scrutin uninominal à un tour qui est antidémocratique. Fait que c'est quoi? Ils vont voter ça parce qu'ils ont la majorité, mais on n'aura pas... Puis on en parle, là, tu t'en parles. Tu dis au monde, voulez-vous une constitution? Le monde dit, oh oui, on veut une constitution. Mais quand tu dis au monde, non, mais attends, là, si effectivement ça te retire des droits, si ça fragilise, comme par exemple, ils veulent mettre l'avortement dans la constitution. Mais les femmes du mouvement des femmes disent, non, faites pas ça. Parce que cette constitution-là, c'est une loi ordinaire. Ça veut dire que le prochain gouvernement ou une contestation en cours peut tout foutre le bordel, alors qu'il y a un consensus. OK? C'est dur, des fois, à comprendre. Tu dis, OK, on veut le protéger. Là, je le comprends mieux comment tu l'expliques. Mais exactement. Après ça, ben, quelqu'un va amener ça en cours. Quelqu'un qui, lui, veut pas maintenir le droit à l'avortement va amener ça en cours. Puis après ça, si le Canada réussit à mettre du monde de droite, comme on voit aux États, là, dans leur Cour suprême, puis faire en sorte que... Non, il y a un consensus. Maintenant, le consensus, continuons à en parler. Faisons l'éducation. Tout ça, il faut faire ça. Mais le danger, c'est de l'inscrire, puis qu'après ça... C'est une fausse bonne idée, autrement dit. C'est une fausse bonne idée. J'aime bien ton temps. Mais est-ce qu'ils vont consulter? Tu sais, je veux dire, quand tu vas passer des lois comme ça, est-ce que tu vas consulter justement les fédérations, les organisations, des regroupements de femmes? Est-ce que c'est des processus qu'ils font ou qui est fait souvent avant de mettre des lois en place? Quand il nous a déposé ça, au mois de septembre, il n'y avait même pas de consultation de prévue. C'est parce que les oppositions, on a poussé. On disait, là, ça va pas. En plus, ils peuvent l'adopter tout seuls. Ils ont même... Toutes les oppositions, on se met toutes ensemble, là. On gueule, on chiale, En bout de ligne, ils n'ont pas besoin de nous autres, là. Ils ont, ben là, je ne sais plus combien ils sont rendus, 86 sièges. Ça baisse à tous les jours. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ose pas mettre de chiffres. Mais en tout cas, tant qu'ils n'ont 63 et plus, ils n'ont pas besoin de nous autres. Fait que le mode de scrutin, là, j'espère que vous allez régler ça, les jeunes. Ça n'a pas de bon sens. Non, mais ça n'a pas de bon sens dans un pays démocratique. Vraiment. Tu sais, moi, là, juste dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, il y a plus de gens qui n'ont pas voté pour moi qu'il y en a qui ont voté pour moi. Ouais. Puis ces gens-là perdent leur vote. Comment ça qu'on perd un vote dans une démocratie? Alors moi, je suis définitivement plus pour modifier ça, mais ça, chaque chose dans son temps. Mais c'est vrai que c'est assez particulier comment ils l'ont fait, cette constitution-là. Là. Ils l'ont faite en vase clos. C'est même pas le parti, dans les faits. Ils n'ont même pas fait ça avec leurs membres ou quoi que ce soit. C'est le bureau de Simon Jolin Barrette Exact. qui l'a écrit, nous présente ça, puis voici la constitution. Ça va être adopté à majorité, comme tu le dis, par la CAQ. Ouais. Mais ils n'ont pas l'assentiment populaire pour faire ça. Ils sont très bas dans les sondages. Ils déclinent de sondage en sondage. Fait que c'est même pas comme s'il y avait une légitimité dans les intentions de vote. Ils n'ont même pas ça. Ils n'en ont pas parlé aux élections non plus. Fait que ce processus-là, il est vraiment mauvais. Puis il va vraiment falloir se battre. Puis là-dessus, Québec solidaire, on est très vocal et on va continuer de l'être parce que c'est nos droits à nous tous et toutes et tous qui sont menacés à travers ça. Aujourd'hui, oui. Quand on revient à l'indépendance, pourquoi faire l'indépendance du Québec de nos jours? Puis je pose la question parce qu'il y a beaucoup de fédéralistes puis d'indécis qui nous écoutent. Donc, si tu avais un message à leur passer. Bien, premièrement, bravo aux gens qui ne sont pas déjà convaincus d'écouter Génération Oui parce que, justement, ça amène des perspectives, la vision. Comme je l'ai dit, pour moi, l'indépendance va se faire dans la mesure où on rejoint large,
on fait rêver du monde avec nous autres. Nous autres, on est déjà convaincus. Fait que c'est pas compliqué, mais on sait bien qu'on n'y arrivera pas tout seul. Fait qu'il faut vraiment développer cette perspective-là. Pour moi, Manon Massé, plusieurs raisons pour lesquelles, mais c'est la raison qui me tire le plus par en avant, c'est, tu sais, premièrement, la Constitution du Canada, on le sait, nous autres, on ne l'a pas signée, là. Mais moi, je parle à mes frères et sœurs canadiennes, puis je leur dis, ben vous autres non plus, si vous ne l'avez pas signé. C'est une gang d'hommes d'affaires qui ont écrit ça ensemble pour répondre à leurs besoins, eux autres. Pas aux besoins de l'itinérant dans la rue, là. Leurs besoins, eux autres. Moi, je veux d'un Québec qui va prendre soin de tout son monde. Puis ça veut dire faire en sorte de déboulonner un paquet d'affaires. Tu sais, oui, faire l'indépendance pour avoir un pays, mais moi, c'est bien plus que ça. C'est pour faire en sorte que le peuple récupère sa souveraineté. Le disent que d'avoir un salaire minimum qui te permet même pas de gagner assez d'argent pour payer un appart puis un peu de bouffe, ça n'a pas de bon sens dans un pays riche comme le Québec. De pouvoir se rassembler autour de notre langue commune, puis pas qu'on te la rende à coups de marteau ou ben dans la gorge ou ben de t'as rien que 6 mois pour l'apprendre. Non, non. Elle est tellement belle, elle est tellement tripante, elle a une sonorité qui nous appartient juste à nous autres. Ben ça, c'est de la faire aimer, apprécier. Moi, quand Kim Thuy parle d'indépendance du Québec, puis là, gars, je fais juste dire son nom et j'en ai le frisson. Parce que ça, c'est le Québec que j'aime. Ça, c'est le Québec auquel j'aspire. Fait que pour moi, de changer profondément les choses, c'est une grande motivation. Puis l'autre grande motivation, comme vous le savez, je travaille beaucoup avec les Autochtones, donc les gens des Premières Nations, les Inuits. Moi, j'ai fait une grande tournée là, en 2019. Il y a eu la COVID, bon, jusqu'à 2022, 2021-22. Je suis allé à la rencontre de toutes les nations autochtones, les 11 sur le territoire le territoire qu'on copartage. Et je suis allé à leur rencontre sur leur territoire. Parce que moi, je reconnais d'entrée de jeu que ces gens-là ont des droits ancestraux. Et je dis moi, mais Québec solidaire, là, mais moi, Manon Massé aussi. Et j'ai fait cette tournée-là comme chef parlementaire, donc comme co-porte-parole de Québec solidaire, parce que je trouvais ça assez important, d'aller à leur rencontre et de leur parler 2 choses. Premièrement, de l'environnement, parce qu'ils ont beaucoup à nous apprendre. Beaucoup, autant pour comprendre les phénomènes actuels que pour être capable de résister aux transformations, donc développer des méthodes d'adaptation et tout ça. Fait que le premier sujet, c'était l'environnement et le deuxième sujet, c'était l'indépendance du Québec. Et cette tournée-là, moi, j'ai tripé. Premièrement, j'ai rencontré, j'ai rencontré toutes les nations, mais j'ai rencontré plusieurs personnes de toutes ces nations-là dans les différentes communautés. Et une ouverture, parce que moi, je le présente comme créer un nouveau pays du 21e siècle. Moi, le colonialisme, là, ça ne m'intéresse pas. Je vois la souffrance que ça a fait par le passé. Je vois la souffrance que ça fait encore aujourd'hui. Pour moi, on a une importance de décoloniser nos rapports avec les premiers peuples, mais aussi entre nous, hein, parce que qui dit colonialisme, dit patriarcat, dit... Tout ça, c'est tout tricoté serré, ces affaires-là. Alors, pour moi, la discussion avec les gens des Premières Nations, avec des chefs, avec du monde qui occupaient des postes dans la société civile, ça a été une discussion très enrichissante. Parce que, tu sais, la fameuse crainte que ces gens-là veulent diviser le Québec. Moi, là, j'ai rarement entendu ça. Actuellement, ça se peut qu'il y en a qui le disent. Pourquoi? Ben parce qu'ils se font encore fourrer. Puis avec la Constitution de Jolin Barrette, là, le mot Première Nation apparaît une fois dans le préambule. Les Premières Nations, ceux qui sont légitimes en droit, comme nous, le peuple québécois, mais ça serait notre Constitution, là, eux autres, là, ils n'ont même pas eu un coup de téléphone. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Puis je le sais que les jeunes souverainistes, eux autres, ils l'ont catché, ce bout-là. Ça n'avait pas de bon sens si on fait l'indépendance sans faire les discussions
préalable. Ça aussi, ils me l'ont tout dit quand j'ai fait la tournée. Hey, là, vous n'allez pas faire l'indépendance, puis après vous asseoir pour discuter. Il faut qu'on discute avant. Puis oui, ce territoire-là, ils sont prêts à le partager. Tu sais, quand ils sont, je sais pas moi, mettons, les Nescapi, ils n'ont même pas 500. Ils savent bien qu'ils ne sont pas capables d'opérer la police, l'éducation, la santé. Oui, le territoire, c'est leur territoire ancestral, mais en même temps, les enjeux... Mais ce qu'ils veulent, c'est d'arrêter de crever de faim, de ne pas être capable de construire de logements, puis de ne pas être capable d'éduquer les enfants. Parce que on leur a donné des pinottes pendant des siècles. Alors, moi, d'avoir des bonnes discussions franches avec ces gens-là, Québec solidaire, on les a déjà commencé, ces discussions-là, et on va les poursuivre parce qu'ils ont le droit à l'autodétermination comme nous. Mais je réitère, moi, à part le NAVIC, puis même à l'époque, c'était Charlie Watt qui était là, qui était un anti-indépendantiste. Là. Lui, il avait vécu 80-95, puis... mais moi, je pensais qu'il allait m'arracher la tête quand j'ai abordé ce sujet-là avec lui. Puis il avait dit, non, je connais très bien la démarche d'Assemblée constituante de Québec solidaire. Et si vous êtes sincère, nous autres, on est capable de trouver notre place là-dedans. Ah, ouais. Oui, oui. Ouais. Puis je suis pas surprise. Parce que refaire un pays en dehors du colonialisme, ça veut dire faire un pays du 21e siècle. Puis moi, c'est ça qui me fait triper. Alors, c'est pour ça que quand je dis, tu sais, il faut en même temps rassembler, élargir, il faut que le monde y trouve leur compte. Mais si leur compte, ils le trouvent pas parce que... puis là, vous allez m'excuser, mais je vais le dire, parce qu'ils sont toujours un peu de trop, parce qu'ils prennent les logements, ils prennent la santé, ils occupent les places en garderie, blablabla. Ben, maintenant, pourquoi ils auraient envie de venir jouer avec nous autres? Ils sont toujours un peu de trop. Alors que dans les faits, on va se le dire, là, même l'autre fois, je suis allé à l'hôpital à... C'est quoi ce village-là? Dans le centre du Québec, Thetford Mines. OK? Ben, dans l'hôpital, là, j'ai été accueilli principalement par des gens des infirmières qu'on a été recrutées en Algérie, des préposés qui viennent d'Haïti. C'est des gens qui viennent d'ailleurs. Puis c'est pas parce qu'on n'est pas capable de faire la job, c'est qu'au niveau de la démographie, on a besoin d'eux autres. Fait que si on voit juste ce qui semble causer comme enjeu pour le Québec et qu'on ne cherche pas à leur dire non, mais attends un peu, le Québec qu'on veut construire, là, on veut le construire avec toi parce que tu es Québécois ou tu es Québécoise. Moi, je pense que c'est de même qu'on va y arriver, y compris avec les Premières Nations. Par rapport aux Premières Nations, je voulais justement en parler OK. de ta tournée Nation à Nation, que ça OK, s'appelait. oui, exactement. Mon Dieu, tu es au courant de ça. Alors, j'ai fait ma recherche, Oh c'est my quelque God. chose d'important. Je trouve qu'on en parle assez peu. Puis je trouve ça positif de voir toute la démarche que tu as faite, cette tournée-là, d'aller les consulter en amont, puis de ne pas faire ça justement comme tu le disais. Je trouve que ça serait dommage de faire ça après l'indépendance. Je pense qu'on peut le faire en amont. Puis pas nécessairement dans un but de les convaincre. Tu sais, si embarque, tant mieux, là. Je serais Exact. super heureux, mais au moins qu'on commence à discuter. Ouais. Parce que ce projet-là peut arriver, puis il va falloir qu'on discute advenant l'indépendance, puis qu'on commence pas à réparer des pots cassés ou avoir une game d'échecs avec eux, puis avec le fédéral, puis bref. Mais tu as tellement raison. Puis je te rajoute une autre dimension que j'ai aussi découvert dans ma tournée. C'est que, tu sais, eux autres aussi, dans leur communauté, tu sais, ils sont de plein droit, là. Tu sais, la Cour suprême le dit millions de fois. Je ne sais pas combien de millions que ça coûte à l'État québécois, année après année. Ça fait rien que 12 ans que je suis député. Mais à chaque fois qu'il y a une question de droit des Premières Nations, Québec conteste. Ça, là, pour que ça monte jusqu'en Cour suprême. Ça, là, c'est premièrement puis à la Cour suprême, se faire débouter, puis finalement, on rajoute de la jurisprudence qui reconfirme encore et encore les droits ancestraux des premiers peuples. Moi, j'aimerais mieux qu'on prenne cet argent-là pour construire le pays de demain, pour nous assurer que il y a une meilleure distribution de la richesse, puis que les gens puissent, somme toute, voir tout le monde vivre dignement. Mais ce qu'il me racontait
durant ma tournée, entre autres, c'est que d'être... Tu sais, eux autres sont pris avec une loi extrêmement coloniale qui s'appelle la loi sur les Indiens. On avait peut-être déjà parlé ici, qui est une loi terrible. On a arraché des bouts à travers le temps, mais fondamentalement, cette loi-là, elle est injuste, elle est... ça n'a pas de bon sens. Ils sont traités comme des enfants dans les Au sens de la loi, ils sont encore traités comme des mineurs. Ouais. C'est terrible. C'est vraiment terrible. C'est inacceptable. Inacceptable. Alors, mais quand tu discutes avec certains gens des Premières Nations, il y a certains qui vont dire non, 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 moi, je veux rester sous la loi sur les Indiens. Parce qu'en même temps, ils ont des protections. Tu sais, des protections de la couronne, de leurs droits ancestraux. Mais en même temps, ils sont pris dans un catch-22 parce que, dans les faits, ils sont considérés comme des mineurs au sens de la loi. Puis, les descendances, après 3 générations, ils perdent leur descendance. Ils n'ont pas... c'est un code magique, là. Bon. Mais il y en a qui veulent dépasser ça. Il y a un risque, mais ils veulent le dépasser, mais dans la mesure où des discussions antérieures auront amené à dire, OK, mais dans la constitution d'un nouveau pays du 21e siècle, où toutes les parties ont pris conscience qu'il faut décoloniser nos rapports des uns aux autres, notamment des premiers peuples avec nous, les Québécois et Québécoises, ben ça pourra permettre. Puis là, après ça, on va l'inventer. Moi, souvent, ils me disaient, comment tu vois ça? Je disais, je ne sais pas, il faut que je m'assoie avec vous autres. J'ai beau avoir des idées, là, mais moi, je suis la blanche de service dans l'histoire. Là. Moi, là, j'ai besoin de vous entendre, vous autres, sur comment. C'est une confédération, au sens profond du terme. Une confédération dans un pays du Québec multinational, dans lequel il y a des nations de différentes nations. Est-ce que la nation qui, eux autres, ont déjà signé des traités? Tu sais, on parle souvent de la baie James, on fait le 50e de ce temps-là, de la Convention de la baie James. La Convention de la baie James s'est faite parce qu'il y a des Inuits qui ont contesté, parce qu'il y a des cris qui ont brassé fort la cage, qui a forcé le gouvernement du Québec à s'asseoir pour discuter. Mais la Convention qui a été signée en 1975, tous les articles de la Convention n'ont pas tous été mis en action à ce moment-là. Tu sais, la paix des Braves, 2001, 2002, c'est l'article économique. La grande alliance là, que Legault a faite, c'est aussi une partie avec les cris, une partie économique. Alors, mettons, moi, là, quand je rêve, là, parce que c'était une de tes questions, quand je rêve, là, ça sera pas facile, mais ça vaut le pari. Ça vaut le pari parce que le Québec pourrait être le premier pays au monde qui naisse d'une réelle volonté populaire et non pas d'une volonté des partis politiques, et qui naissent d'une réelle volonté de décoloniser nos rapports avec les Autochtones. Moi, ça me fait triper quand je pense à ça. Magnifique. C'est même pas associé juste à la gauche. On n'a pas besoin d'être de gauche pour être d'accord avec ça. Pour moi, c'est juste être humain. Puis je pense que même la droite, là, je me mets dans la peau d'Éric Duhem. Puis je l'écoute beaucoup, Éric Duhem, parce que j'aime écouter tout le monde. Là. Fait que je vois mal comment il pourrait être en désaccord avec s'asseoir avec les Premières Nations pour revoir comment on peut partager ce pouvoir-là. Pas juste de faire comme Simon Jolin Barrette, puis de l'écrire dans un document, puis de dire voici ça va être quoi la Constitution, mais de s'asseoir avec le monde, puis de redescendre le pouvoir aussi vers le monde. Puis pour les Autochtones, pour les Québécois aussi, on a très peu de pouvoir au Québec. C'est-tu quelque chose qui te fait rêver, ça aussi, de redescendre ce pouvoir-là politique entre les mains des citoyens? C'est exactement ce que je dis. J'ai parlé beaucoup des Autochtones, mais quand je parle de l'ensemble, moi, ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est la souveraineté du peuple. C'est ça qui me motive, tu sais. Et je pense que la souveraineté du peuple, c'est pas un vote sur 30 jours qu'on réussit à faire ça. Il faut faire le travail en amont. Hey, on se bat contre des discours conservateurs qui nous disent qu'on va crouler, que le Québec n'est pas capable de... Non, mobilise le monde et fais-les rêver à ce monde meilleur
que tu veux. C'est ça l'indépendance, c'est aller vers le meilleur. Fallait rêver à ça. Ils vont être prêts à se battre pour ça. On l'a vu en Écosse, hein? En Écosse, c'était assez beau de voir, tu sais, je sais pas moi, Indie for the Scotty. Les gens se sentaient partie prenante de ce projet-là. Puis pour moi, c'est ça le travail auquel il faut qu'on s'applique, parce que une souveraineté qui n'est pas une souveraineté du peuple, ben, on va se faire voler. Ils vont envoyer l'armée. Tu sais, je l'ai vu en Catalogne. L'armée était là. Ils ont fait descendre la police, premièrement. Et ensuite, l'armée était là pour aller voler les boîtes de scrutin. Ben, parce qu'ils savaient bien que ce qu'il y avait dans les boîtes de scrutin allait faire en sorte qu'il allait... Puis je te dis, là, moi, j'ai assisté à la naissance de ce pays-là. On était dans le Grand Parc en Catalogne, à Barcelone, et... ce qu'on était capable de compter, ce qu'ils étaient capables de compter, parce que, ben, tu sais, à la fin, il manquait, je sais pas, peut-être 100 boîtes. Fait qu'ils ont dit, ben, vous l'avez pas gagné, votre... Ben oui, mais Chris, ils ont volé. Ils ont volé, les boîtes. Ah ouais, puis empêcher le monde de voter. Fait qu'ils sont prêts à aller loin, mais si vous aviez vu comment les Catalans protégeaient leur démocratie, protégeaient, c'était beau à voir. Il y a des gens qui, quand ils ont su que l'armée débarquait, sont allés, des familles, sont allés coucher dans les écoles pendant une fin de semaine. Le vote, mettons, c'était le lundi, je me souviens plus des journées, mais le vendredi, au lieu de vider l'école et donc de mettre l'école à risque d'être pris en charge par l'armée, les parents arrivaient par dizaines, puis ils occupaient l'espace avec leurs enfants pour pas laisser... pour garder la place durant la fin de semaine pour assurer d'être capable de faire le vote. Ça, là, ça veut dire qu'il y a une société civile qui y croit à ce projet-là, qui est impliquée, qui est engagée et qui est prête à tout faire pour que ça se réalise. Mais c'est tellement intéressant de parler de la Catalogne puis de parler aussi des Premières Nations autochtones inuits. Puis moi, souvent, c'est un argument que j'entends de mes amis qui sont pas convaincus pour l'indépendance. Ils me disent... Ah, mais là, les Premières Nations, les personnes autochtones, est-ce qu'ils sont inclus là-dedans? Il y a comme cette peur-là de... On peut pas encore changer ça quand là, il y a ces personnes-là qu'on s'est pas occupé d'eux un peu. Fait que souvent, je me demande un peu comment formuler un argument pour, justement, je parle de l'Assemblée constituante, j'essaie de leur dire, mais souvent, j'entends de mes amis qui sont intéressés par le mouvement d'indépendance, mais... Ah, mais là, Flo, voyons, là, il y a tous ces peuples-là que, oui, on a beau faire un référendum, on a beau devenir un pays, mais ces gens-là, finalement, leur situation reste la même encore, donc... Est-ce qu'il y a un argument? Ben là, tu te parlais beaucoup de... Ouais. J'en ai donné quelques-uns. Ouais, t'en as donné pas mal, mais tout va être dans la façon... Dans la façon, dans l'approche. Qu'on va s'asseoir avec eux autres. Si on a notre projet d'indépendance, puis qu'on avance dedans sans s'en préoccuper, puis que on dit, oh mon Dieu, il faut qu'on leur parle. Ouais. Ah non, on fait l'indépendance avec eux autres. Parce que là-dedans... Il y a bien du monde. Tu sais, juste si, par exemple, dans la Constitution, on reconnaît la Déclaration des Nations unies pour les droits des peuples autochtones, juste reconnaître ça, c'est énorme pour eux autres. Parce que tu reconnais, puis là, on va se reconnaître, nous autres, là, tu reconnais leur langue, tu reconnais leur culture. C'est ça que ça dit, la Déclaration. Tu reconnais leur connaissance ancestrale, leurs droits ancestraux. Tu reconnais plein de choses. Après ça, c'est quoi la mécanique? Ben, chaque nation est souveraine. Fait que les Atikamekw, ils veulent peut-être pas la même chose que les Mi'kmaq. Puis les Cris veulent peut-être pas la même chose que les Abénaquis. Ben, c'est ça. Ben, fait que là, tu t'assois, puis tu discutes. Puis, ce Québec-là, pour moi, ne peut pas être autrement que plurinational parce que sur le territoire, il y a 11 plus nous autres, 12 nations qui l'habitent. Bonjour, je prends un petit moment pour remercier notre commanditaire, le Fonds indépendantiste du Québec. Le FIDQ, c'est le partenaire de choix pour les indépendantistes. Ils soutiennent des artistes comme Kinji00 et Simon Baudry. Ils soutiennent également la Saint-Jean des Oui-Québec. Enfin, ils soutiennent des projets comme la République économique
et la différence québécoise. Et bien sûr, ils soutiennent Génération Oui. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le Fonds indépendantiste du Québec, rendez-vous sur refidq.québec et à titre personnel, je les remercie parce que c'est grâce à des initiatives comme celle-ci qu'on peut vraiment répandre l'indépendance partout. Donc, je les remercie et je vous souhaite un bon épisode pour la suite qui s'en vient. Tu as aussi beaucoup parlé de justement en Écosse comment les communautés culturelles étaient derrière le oui. Ça aussi, je pense que c'est important. Est-ce que tu penses que c'est possible au Québec de reproduire ça, d'aller chercher les communautés culturelles, de leur parler, puis de les convaincre d'embarquer avec nous dans l'autobus? Ben, écoute, moi, quand je vois Ruba Gazal, notre porte-parole, enfant immigrante de première génération, qui est arrivée au Québec, qui ne parlait pas un mot français et qui aujourd'hui est une indépendantiste. Je pense pas qu'il y a grand monde qui remette en question qu'elle l'est. Quand je pense à Sol Zanetti, enfant de troisième génération d'immigration, deuxième, troisième, non, les indépendantistes, il y en a partout. Mais c'est quoi le projet? Pour moi, il est là. C'est là la clé. Oui, on veut faire un pays, mais on veut aussi une souveraineté du peuple dans laquelle le peuple a vraiment quelque chose à dire. T'sais? Puis je pense que, tu sais, moi, ça me frappe toujours comment les gens qui sont arabophones, là, qu'ils soient de confession musulmane ou pas, mais qui sont arabophones, je suis toujours impressionné dans les gens qui sont proches de moi, des amis ou quoi que ce soit, l'intérêt qu'ils et elles ont pour les premiers peuples. Moi, là, les personnes, en fait, je vais être honnête avec vous autres. Dans mon travail, depuis que je suis député, les Québécois et Québécoises qui me posent le plus de questions concernant les premiers peuples, c'est les nouveaux arrivants de première, deuxième, troisième. Il y a comme une Compréhension. une compréhension d'exclusion, si je peux dire. Puis en même temps, une reconnaissance parce qu'eux autres, souvent, ils ont quitté leur pays dans des contextes. Tu sais, Ruba, là, tu sais, elle est pas née au Québec, mais quand elle arrivait du Liban, mais parce que ses parents avaient été déplacés de la Palestine. Tu sais, sinon, elle aurait dû naître en Palestine puis rester là, tu sais. Mais non. Alors, oui, c'est possible, et c'est plus que possible. Il faut faire ça. Puis il y a juste une raison, c'est que d'entrée de jeu, c'est pas parce que tu es Québécois d'origine, de souffle, là, que tu es indépendantiste. Hein, on l'a vu, on le voit dans tous les sondages. Et deuxièmement, c'est parce que le pays à venir, pour moi, est un pays pour les Québécois. En fait, c'est le projet de Gérald Godin. C'est le projet de Pauline Julien. Hein, on est tous l'étranger de quelqu'un. Une très belle tonne. Vous devriez écouter ça. Fait que, ouais, non, moi, je pense que c'est possible. La démonstration, elle est faite, mais je pense qu'on s'adresse pas assez à eux autres, puis on les intègre pas. Il y a beaucoup de nous et eux. Ben, tant qu'ils seront pas nous, ça va être dur de les embarquer dans le même bateau que nous autres, là. C'est paradoxal parce qu'on est quand même un peuple très ouvert sur le monde, très accueillant. Tout le monde le reconnaît à quel point les Québécois, souvent on entend ça à l'international, les Canadiens sont accueillants. Ils parlent en réalité du Québec, là, puis c'est les Québécois et les Québécoises qui sont accueillants là, quand on entend ça. Puis on reçoit beaucoup, tu sais, Ruba Gazal, c'est un exemple parfait de ça. Sol Zanetti, Boucard Diouf, Kim Tu, il y en a plein des exemples. Puis dans notre quotidien aussi, il y en a plein. Moi, j'en côtoie. Puis des gens qui sont super intégrés, qui aiment le Québec autant que nous. Puis moi, ça vient me chercher parce que moi, je suis né au Québec. Tu sais, je n'ai pas d'autres pays. Eux, ils font le choix du Québec. Puis ils font le choix d'aimer la culture québécoise. Tu sais, ils embarquent puis ils l'embrassent, cette culture-là. Puis il y en a même... Puis là, à ce moment-là, ça va me faire pleurer. C'est quand je vois des Ruba Gazal, tu sais, aussi embarquer dans le projet d'indépendantiste, puis devenir une leader indépendantiste. Donc, je me dis, c'est possible. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui se sentent exclus. Fait que c'est quand même paradoxal, tout ça, de voir que, d'une part, oui, on est une société accueillante puis ouverte, mais il y a quand même des gens qu'on échappe. Pourquoi qu'on les échappe, ces gens-là? Moi, je pense que ça vient beaucoup aussi du fédéral. Tu sais, ils partent en disant que les Québécois sont refermés, puis... Fait qu'il y a aussi cette concurrence-là un peu avec l'État fédéral, puis les préjugés qui sont entretenus envers les Québécois. Là. Ben, c'est sûr que le Québec bashing, ça fait longtemps.
Ça fait longtemps que c'est là, puis ça l'est encore. Mais moi, je dirais là-dessus, tu sais, moi, je suis comme toi, je suis né au Québec, puis j'ai pas eu à me poser cette question-là. Si un jour je voulais migrer, par contre, j'aimerais ça aller en autochtonie. J'aimerais me retourner vers les peuples des Premières Nations, mais ça, c'est mon affaire à moi. Hum, donc, je suis peut-être un peu mal placé, mais moi, qui m'a beaucoup ébranlé, parce que c'est Kim Thuy. Comment dire, elle fait partie de mon histoire parce que quand les Boat People sont arrivés dans les années 80, 70, 80, j'étais en âge de comprendre qu'est-ce qui se passait. Et donc, cette femme-là, elle est très significative pour moi et son engagement souverainiste et profond, là, tu sais, quand tu l'entends. Mais quand elle est sortie il y a quelques semaines pour nous parler, parce que pour moi, c'était à nous qu'elle parlait, c'était à nous les indépendantistes qu'elle parlait. Quand elle disait « j'ai mal à mon pays », puis non, je veux pas aller à nulle part parce que je veux pas me raccrocher à un autre pays que je vais être encore déçu. Là, moi, j'écoute. Puis essentiellement, c'est qu'est-ce qu'elle dit? Bien, ce qu'elle dit, c'est « je me sens plus bienvenue chez nous ». Parce que quand les gens qui ont des micros, ça peut être la plume, ça peut être un politicien, ça peut être un artiste. Quand tu as un micro là, dans l'espace public, puis tu l'utilises, ce micro-là, pour mettre en doute des choses, ça décomplexe les paroles des gens. Nous, on le voit comme féministes, là. T'sais? À partir du moment où la droite conservatrice se décomplexe, les féminicides augmentent. Le masculinisme prend toutes sortes de formes dans les réseaux, mais aussi dans les médias. Ça, c'est dangereux. Et c'est ça que Kim est venue dire. Moi, ça, j'ai été très attentive à ça. Tu sais, j'aimerais ça l'avoir. En fait, vous pourriez l'inviter ici. Je suis certaine qu'elle se ferait un grand plaisir parce qu'elle est vraiment souverainiste et elle a un amour de notre culture. Elle est québécoise. Elle transpire la québécitude. Mais là, elle se demande s'il ne faut pas qu'elle s'en aille pas parce que il y a des gens qui l'ont appelé pour dire « va-t'en », mais parce que ce qui roule, ce qui est répété, ce qui finit par construire l'autre. Hein? Elle se dit, elle m'a dit une fois, Manon, je partageais un plateau, c'était avant qu'elle prenne position à Tout le monde en parle. On était sur un plateau d'enregistrement ensemble, puis elle m'a dit, tu sais, Manon, moi, ça fait 50 ans que je vis au Québec, et j'ai embrassé la culture québécoise de 200 000 à l'heure, et depuis 1 an ou 2, je me fais dire, t'es pas québécoise, hein, toi, t'es quoi? T'es asiatique? T'es... Ah, écoute, là, c'est une Québécoise connue, reconnue. C'est comme si notre grand écrivain, Danny Laferrière, se ferait dire « Mais t'es pas tout à fait québécois, hein, toi, parce que ça doit être dur. Vraiment. » Puis, moi, ce que j'essayais de lui dire, c'est de dire « Écoute, justement, il faut qu'on se lève, il faut qu'on prenne la parole. » Tu sais, tu viens de le dire toi-même, Marc, puis je te vois dans tout ton faciès, Florence, là, les gens, je sais pas s'ils te suivent, là, mais moi, je te vois. On est une gang qui pense pas de même. Mais il faut qu'on le dise. Parce que là, actuellement, ce que je comprends de Kim, qui est, elle, une femme immigrante, c'est que la parole se décomplexe chez plusieurs Québécois et Québécoises. Et ça fait mal à des Québécois et Québécoises qui ont choisi le Québec et qui l'ont embrassé à bras-le-corps. Ouais. C'est un sujet qui, on va tous le reconnaître, qui est délicat. C'est la question de l'immigration, puis parce que ça touche des humains, mais en même temps, tous vont reconnaître aussi que c'est important aussi d'aborder la question des seuils. Pas parce qu'on est plus ouvert ou plus fermé à l'immigration, mais juste parce qu'on se dit, c'est important d'avoir les bonnes conditions d'accueil. Absolument. C'est important de pouvoir bien les intégrer, pas juste leur donner une job, là, parce que, comme tu le disais, oui, ces gens-là font vivre l'économie québécoise avec nous, mais c'est pas juste ça, leur rapport, tu sais, Kim Thuy, c'est aussi très culturel, son bagage qu'elle nous apporte, puis elle fait évoluer cette culture-là québécoise, puis c'est vrai pour tous les gens qui viennent ici, ils l'enrichissent, la culture québécoise, tu sais, a été... Moi, j'ai des ancêtres irlandais,
Bien évidemment que les Irlandais... C'est tricoté. C'est tricoté. Puis ça s'est pas toujours bien passé non plus entre les Irlandais et les francophones à l'époque. Puis, tu sais, il y a eu des conflits, notamment à cause de la langue, tu sais. Ouais. Fait que c'est un sujet qui est hyper délicat. Puis surtout dans notre position comme Québécois, où on est un peuple, on va se le dire, puis ça aussi, on est obligé de le reconnaître, on est un peuple minoritaire dans ce pays-là, puis sur ce continent-là, puis on lutte aussi depuis des siècles, depuis le début de la Nouvelle-France pour notre survie. Depuis la Nouvelle-France, on est arrivé en hiver. Moi, j'en reviens pas. L'hiver québécois, à l'époque, sans voiture, sans appartement, sans maison, comment ces gens-là fait? Ben, ils se sont construits des maisons, évidemment, là, mais il n'y avait pas Hydro-Québec, là, on va se le dire, pour se chauffer. Là. C'était pas Une chance, c'est venu un petit peu plus tard. Ben, Ouais, c'est ça. Il y avait du bois, mais Hydro, c'est venu un petit peu plus tard. Puis après ça, il y a eu la conquête, le colonialisme britannique envers nous, envers les Premières Nations. Il y a eu tous les siècles de répression avec les Patriotes. On a survécu, puis encore aujourd'hui, on est dans cette position-là de survivance. Puis c'est ça, les Québécois, des fois, sont inquiets. Puis je les comprends, puis moi aussi, je suis inquiet de voir est-ce que le fédéral, a des volontés politiques à nous assimiler, comme on l'a vu dans le passé. Ben moi, c'est évident, puisque ils ont été une gang de riches anglophones à écrire la Constitution du Canada. Bon, il y avait un francophone quand même. Wilfrid Laurier n'est pas très anglophone, mais quoique. Mais ce monde-là, là, il n'était pas pour l'intérêt du monde. Puis les Québécois et Québécoises, à l'époque, n'étaient pas ceux qui possédaient. Il y en avait quelques-uns qui étaient des possédants, mais globalement, c'était pas ça, tu sais. Fait que oui, tu as absolument raison que cette lutte-là, elle est importante, mais moi, je pense que c'est justement l'amour de ce Québec-là. Il faut qu'on le partage avec des gens qui viennent, qui choisissent le Québec. Mais je suis certaine tu quittes pas tout derrière toi pour venir te retrouver une place où tu vas être au salaire minimum toute ta vie, où tu vas sentir qu'à chaque fois que tu sors de chez vous, on te regarde un peu de travers parce que tu as tes yeux bridés, tu as la peau foncée. Tu sais, c'est comment créer ce mouvement-là d'ouverture, parce que oui, on est ouvert. Mais tu sais, moi puis toi, on pourrait parler des seuils, Marc, mais je pense que malheureusement, il faut enlever ça des mains des politiciens. Parce que c'est pas bon. Parce que les politiciens, ils font de la politique avec ça. Pour ça que nous autres, on pense profondément qu'il y ait un comité d'experts qui évalue capacité d'accueil, besoins des entreprises, nos engagements internationaux avec les réfugiés, qui évalue tout ça, comment le Canada il nous fourre avec ça, etc., qui évalue tout ça, puis qui disent l'immigration permanente, voici le seuil. Mais là où les politiciens nous jouent vraiment des tours depuis quelques années, c'est pas l'immigration permanente le problème. C'est l'immigration temporaire. Puis l'immigration temporaire, ça a été décrété par l'ONU comme de l'esclavage moderne. Mais comment ça qu'on est rendu au Québec à 600 000? Bien ça, c'est parce que François Legault, il a laissé faire ça. Parce que c'est lui, c'est pas le Canada, là. C'est lui qui avait le pouvoir d'agir là-dessus. Il n'a jamais utilisé ses pouvoirs pour freiner ça, mais pourtant, il ne gêne pas de dire à qui mieux, mais oui, mais on n'est pas capable d'assumer tout ce monde-là. Attends un peu, ce monde-là, il travaille à Sept-Îles, il travaille dans Abitibi, il travaille parce que c'est les entreprises qui les font venir pour faire rouler leur entreprise. Fait que, pourquoi François Legault t'a laissé faire ça? Ça, c'est une bonne question. Alors qu'il parle juste de seuil. Ça aussi, c'est intéressant de comprendre cette... Moi, je ne suis pas une spécialiste, là, mais mettons que le cadre de fond. Puis, tu sais, des seuils à 20 000, 25 000, 30 000, si c'est pour laisser des 150 000, 200 000, 300 000 d'esclavage moderne, moi, je dis non. Ben non. Ben non. Au contraire, il faut que les gens viennent, s'enracinent, aient le temps de triper sur le Québec, puis ça devient des Québécois et Québécoises qui défendent avec nous. Ah, je trouve ça tellement touchant. Puis c'est des questions difficiles, là, parler d'immigration. Je trouve que c'est des gros thèmes. Puis je trouve ça difficile parce que l'indépendance, pour moi, c'est comme c'est un mouvement positif. On doit se ramasser ensemble, c'est collectif. Puis là, c'est des enjeux comme ça qui souvent divisent les partis politiques, les indépendantistes.
Mais en même temps, c'est tous des êtres humains, là, comme je trouve ça super difficile, puis l'empathie, c'est important pour moi. Fait qu'on dirait que c'est comme des enjeux que j'ai de la misère, puis je trouve ça intéressant quand on ramène ça à la politique. Il y a des gens qui vont jouer avec ça, que c'est comme politique et tout, mais je me dis, mais là, c'est des vies, c'est tout ça, en tout cas. Donc, j'invite vraiment tout le monde à aller voir le film aussi de Kim Thuy. Tu sais, Rue, vraiment, moi, j'ai lu le livre, mais le film est tellement accessible, puis ils vont dans une cabane à sucre, tout ça, là, fait que moi, j'invite tout le monde à le voir parce que si on n'a pas vécu cette expérience-là de voir un film, juste de voir un film, on peut un peu avoir, je pense, plus d'empathie puis comprendre cette réalité-là. Donc, je voulais souligner parce que pour moi, c'est une œuvre incroyable. Ah oui, mais t'as raison, puis c'est vraiment beau, en plus. Oui, C'est vraiment, très beau, c'est vraiment des belles magnifique. images, puis Ouais. ça rend fier d'être québécois. Ah, vraiment, ben oui, c'est Tu comme te un dis, oh my mélange, God! là. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, tous les acteurs, le L'entraide, processus. puis ouais, Vraiment. tout ça. Mais en même temps, il faut aussi prendre le temps de s'informer. Tu sais, une discussion sur les seuils, par exemple. Moi, j'en suis, là, l'intégration. Tu sais, pourquoi on a coupé les coffees, là? Justement, quand Kim est arrivé, il y avait toute une infrastructure qui faisait en sorte que la francisation, c'était pas juste parler une langue, c'était apprendre la culture. Mhm. Ben là, tu sais, c'est comme, OK, t'as tant d'heures pour apprendre, puis t'as tant de mois pour le faire. Puis sinon, hey, non, c'est pas de même qu'on fait aimer, là. C'est justement en amenant le monde à la cabane à sucre, oui. en allant voir Ouais. une pièce de théâtre, en se créant des liens de solidarité au début, puis après ça, d'amitié. On le voit bien dans le film, là, d'amitié avec des gens qui habitent déjà le territoire, comme nous avons fait. Ben, pas nous, là, mais nos ancêtres ont fait quand ils ont traversé l'océan, puis qu'ils sont arrivés ici. Ils ont embrassé la culture autochtone. Pourquoi? Ben, premièrement, parce qu'ils sont arrivés, ils étaient mal en point. Tu sais, justement, en plein hiver, c'était tabarnouche, tu sais. Mais aussi, c'est qu'ils sont arrivés, ils étaient malades, ils sont arrivés, ils n'étaient pas capables ils ne savaient pas quoi faire avec cette nature grandiose. Et je pense que tu sais, j'aime beaucoup Michèle Audette, qui est une amie à moi, qui est sénatrice, là, c'est une Inou. Michèle rappelle toujours que Québec, quand les Autochtones sont arrivés, les Inuits ont dit « Québec, Québec ». Ben, ça voulait dire « Descendez, descendez, venez nous voir ». C'est tellement beau, là. Ouais, moi aussi, j'aime le nom Québec. Québec. Peut-être que dans un nouveau pays, je l'écrirais K-E-B-E-K. Hey, là, partez pas une polémique avec ça, là. Mais des c'est enjeux, juste dire... là, mais plus Ben tard, oui, mais oui. de penser que moi, mes ancêtres, c'est comme ça qu'ils ont été accueillis, ben moi, j'ai envie d'accueillir les autres comme ça aussi. Oh. Absolument. Je vais poser une dernière question sur l'immigration, puis après ça, on va passer au bloc sur le camp du oui. Oui. J'aimerais savoir si, selon toi, quand les politiciens, les gens en général parlent d'immigration, puis qu'on parle des seuils d'immigration, est-ce que tu trouves que la réponse de l'autre côté à dire « Ah, cette personne-là parle des seuils d'immigration, elle veut les baisser, elle est fermée à l'immigration, elle est contre les immigrants », est-ce que tu trouves qu'on arrive trop vite à cette conclusion-là de quelqu'un qui parle de seuils d'immigration est fermé à l'immigration? Ben, écoute, c'est là où j'ai envie de te dire, c'est parce que si c'était juste de parler de seuil, c'est qu'il n'y a pas juste ces paroles-là qui sont prises, tu sais. Moi, je pense que si les gens parlaient de seuil d'immigration permanente versus l'immigration temporaire, les programmes d'intégration, tu sais, l'immigration, c'est pas rien qu'un chiffre, là. C'est, puis tu le disais d'entrée de jeu, Marc, c'est un ensemble d'affaires, tu sais. Mais dans cet ensemble d'affaires-là, je te donne un exemple. On a donné la solution à CAQ, là, OK? Actuellement, le Canada tarde à émettre des permis de travail aux réfugiés. Réfugiés, là, je vous le dis, c'est pas une immigration ordinaire. C'est du monde qui sont à risque de mourir, soit agressés, soit tués, soit à cause de la guerre, soit à cause de la famine. C'est pour ça qu'on accueille des réfugiés. Ou des réfugiés parce qu'ils vont être assassinés parce qu'ils sont d'orientation sexuelle différente ou quoi que ce soit. Ou parce qu'une femme est violentée puis elle est poursuivie par son mari puis la famille de son mari. Réfugié égale refuge. Ça, c'est un engagement international. Fait que quand tu accueilles ces gens-là, c'est sûr, ils sortent de la guerre, ils sortent d'être poursuivis.
Demande-lui pas d'apprendre le français le lendemain matin. Ils arrivent ici avec des traumatismes. Puis oui, on a une bonne capacité d'accueil, mais ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est de pouvoir travailler. Pourquoi? Ben parce que tout le monde veut vivre. Ben là, on apprend de nos gouvernements qui veulent couper l'aide sociale à ce monde-là. Donc là, on leur dit, ben là, ils peuvent pas travailler parce que le Canada n'émet pas le permis de travail. C'est un empêchement. Ben toi, le Québec, tu pourrais en émettre un permis de travail. Tu pourrais faire ça. Si t'es tanné de lui donner de l'aide sociale, on trouve ça terrible, ça, mais au moins, délivre un permis de travail, puis ces gens-là vont travailler, ils veulent gagner leur vie. Silence radio. Là, tu te dis, ben, on peut bien parler de seuil, là, mais pourquoi, quand concrètement, alors qu'on le sait, là, dans plusieurs corps de métier, on est en pénurie de main-d'œuvre. Allez au restaurant, vous allez voir. Fait que moi, je pense pas que c'est automatique, mais j'aimerais que les gens qui font ça aient, premièrement, l'honnêteté de parler de quel seuil il est question, puis c'est quoi l'ensemble du big picture, parce que quand on mélange immigration permanente, réunification des familles, réfugiés et immigration temporaire, quand on mélange tout ça, ben c'est ça qui finit par dire « Ah oui, il y en a pas mal trop ». Va dire aux entreprises que tu vas dire non à leur staff. Parce que c'est eux autres qui font venir ce monde-là. Le gouvernement du Québec, quand il va se promener pour faire venir les infirmières, parce qu'on n'a plus, on a besoin. Qu'est-ce qu'on va faire? Fait que pour moi, on ne peut pas juste parler de seuil. C'est ça pour moi l'enjeu. Moi, je ne suis pas trop de parler de seuil, parlons-en, mais parlons de l'ensemble de la problématique ou de la situation des personnes immigrantes. Ben, merci beaucoup. On a beaucoup parlé des Oui, migrations ben aujourd'hui. oui, hein? Ben oui. Ben, ça fait du bien, justement, d'en parler avec D'en des nuances, apprendre. puis d'en apprendre, puis c'est ça, de mettre de l'eau dans notre vin, puis redescendre ça un peu Mais- tout le monde, peu importe ce qu'on pense du sujet, être Exact. capable de s'en parler sainement. On ne s'est Absolument. pas arraché la tête, puis... Ben non. Puis sincèrement, si là-dessus, là, moi, je le dis, je ne suis pas une spécialiste, mais si vous voulez parler avec un indépendantiste qui maîtrise bien toutes ces nuances-là, parce que la CAQ, là, ils viennent de poser des gestes majeurs. Ils ont retiré le PEC au niveau... Tu sais, ça fait ça, là. Ça restreint. C'est mon collègue Guillaume Cloche-Rivard qui a vraiment une bonne maîtrise de ces affaires-là, puis qui peut-être pourrait même vous permettre de mieux comprendre c'est quoi aussi. C'est lui qui a suggéré là, de faire fuck you. Fuck you, Ottawa. Délivre-les, toi, Québec. Fais un acte de souveraineté. T'es capable de faire ça? Il le fait pas. C'est choquant. Ouais. Ben, ça, c'est la technique Legault, hein? S'agenouiller devant Ottawa, on le connaît, cette troisième voile-là. Ça plaventrer, même. Ouais. C'est même plus à genoux. rendu dans C'est son- vrai. Aïe, aïe, aïe. Parlons un peu, justement, du fameux camp du oui. Oui. Donc là, on sent qu'on s'approche peut-être d'un troisième référendum 30 ans plus tard. Exact. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est possible, comme en 95, comme en 80, de réunir autant la gauche et la droite dans le camp du oui? Ben oui. C'est-à-dire, si tu es dans le camp du oui, c'est parce que tu es indépendantiste. Bon. Fait que oui. Mais je pense qu'il faut réunir pas mal plus que ça. Je pense pas que c'est juste comme ça qu'on va y arriver. On a un travail d'éducation à faire. On a, tu sais, puis quand tu parles du camp du oui, tu fais référence, parce que peut-être des gens qui ne le savent pas, tu fais des références à la loi sur les référendums, qui est déjà tout encadré au Québec et qui permet un seul camp du oui, un seul camp du non. Et donc, on n'a pas le choix de se rassembler. Ceci étant dit, pour moi, ce rassemblement-là, il faut qu'on s'entende sur qu'est-ce qu'on veut réaliser ensemble. Et pour moi, rassembler, c'est fondamental. Pour moi, commencer les discussions avec les Premières Nations, c'est fondamental. C'est juste comme ça qu'on va y arriver. On ne serait pas avancé si on faisait notre affaire tout seul sur notre bord, puis qu'après ça, on passe les 10 premières années de notre indépendance à être en cours parce qu'on a brimé des droits ancestraux. On ne veut pas que ça nous arrive à nous autres, mais on ne voudrait surtout pas que ça arrive à d'autres peuples
souverain. Fait que moi, c'est comme, oui, c'est possible, puis je pense qu'on va inévitablement y arriver, mais ça veut donc dire que on va jouer dans le cadre d'un référendum. Et moi, je dis, OK, mais là, peut-être qu'il faut qu'on se parle pas mal avant ça, parce que quand le 60 jours est parti, 30 jours, 35 jours, 36 jours, je me souviens même plus. En tout cas, Une trentaine de jours. trentaine de jours, quand ça c'est parti, plus le temps de commencer les discussions, là. C'est plus le temps d'aller voir Kim Thuy puis dire oui, oui, ça va bien aller au Québec, tu vas voir. Alors qu'elle veut s'en aller parce qu'elle sent qu'elle n'a plus sa place ici. Faut qu'il y ait du travail en amont qui soit fait. Puis c'est ça que vous faites à votre micro. Ben oui. C'est magnifique. Puis c'est super de t'entendre justement dire ça, de oui, c'est possible. Parce que j'entends beaucoup des gens, des indépendantistes, autant à Québec solidaire, autant au Parti québécois, puis c'est pour ça aussi que nous, on est là. On essaie de concilier tout le monde, c'est pas toujours facile. On essaie de faire notre part, mais c'est ça, on sait ce que ça donne. Il y a des gens qui sont inquiets en voyant les querelles PQ, QS, QS, PQ, en se disant, ben là, ça sera jamais possible de voir ces deux partis-là travailler pour l'indépendance ensemble. Écoute, on le fait sur des projets de loi. Mais On le oui, fait. c'est Tu sais, je ça. veux dire, on travaille ensemble, là. On a des différends, clairement. Mais on travaille ensemble quand pour le bien de la population, j'ai envie de dire. Tu sais. Moi, une des plus grandes expériences, c'est quand on a généré du nouveau droit pour les jeunes enfants trans. Ma plus grande pote, c'était la ministre était très collaborative, on doit le dire, là. Mais Véronique Yvon, Carole Poirier, c'est avec ces femmes-là qu'on l'a écrit, ce projet de loi-là. On travaillait main dans la main, là. Tu sais, c'est comme... Fait que moi, je pense que oui, c'est possible, mais je réitère. Puis là, il faut que tout le monde, on soit un peu avisé. Moi, je veux pas perdre un troisième référendum, là. J'en ai perdu 2 dans ma vie, là. Tu sais, je veux pas en perdre un troisième. Jamais 203. Non, ben non, il n'y en a pas question, je veux pas en perdre. Mais là, c'est là que je pense qu'il faut qu'il y ait des discussions franches et honnêtes. Je veux dire, le Parti québécois a pris ses engagements, il les maintient, c'est correct, mais nous, on continue de dire c'est une Assemblée constituante qui va faire la différence. Mais ça, puis il y a été un temps où les Oui Québec, c'était aussi ça, le chemin à suivre pour arriver à générer ce qui est nécessaire pour être capable d'avoir l'indépendance du Québec. Fait que moi, ces discussions-là m'apparaissent essentielles, mais c'est sûr que, inévitablement, ça sera pas facile. Peut-être, mais je pense que créer un nouveau pays, j'aime mieux qu'on fasse les discussions nécessaires pour rassembler avant qu'après on se dise, ben merde, on a manqué le bateau. Tu sais. Mais ça aurait pu être possible en 2017, quand il y a eu justement la tentative de convergence. Puis là, on va rentrer dans des technicalités 2017. très précises, mais les gens qui sont rendus à 1h09 d'épisode, ils sont très passionnés par ça. J'imagine. Ou le ménage est long à faire aujourd'hui. Exactement. Donc, c'est ça. En 2017, il y a eu les Oui Québec qui a rassemblé une coalition assez large. Là, on parle du Bloc québécois, du Parti québécois, de Québec solidaire et d'Option nationale. Vous étiez ensemble pour négocier une feuille de route commune pour nous mener à l'indépendance, pour faire « Hey, on n'est pas d'accord sur tout, là, mais on va être capable de s'entendre sur une chose, on veut l'indépendance, puis on va trouver une façon d'y arriver ensemble. » Ouais. Puis il me semble que de cette table-là, de négociation-là, c'est dégagé justement l'Assemblée constituante avec un mandat indépendantiste pour faire l'indépendance du Québec. Ouais. Ça a été, malheureusement, il y a eu des erreurs des deux côtés, autant du PQ, autant de QS. Ça a été rejeté, notamment du côté de Québec solidaire. Ouais. Est-ce que tu penses que ça aurait dû être accepté à ce moment-là? Ben moi, je ne remettrai pas en question une décision de nos membres. Jamais. Ouais. La démocratie, pour moi, ça veut dire tu as perdu ton vote, tu te rallies. Ou sinon, tu changes de parti. Il y en a qui font ça. Mais tu as raison de dire, il y a eu des erreurs de part et d'autre. Et comment dire, le rassemblement dont tu parles avait ses forces et ses fragilités. Et après ça, la vie a continué, là.
Mais ceci étant dit, moi, je suis retenant de cette histoire-là. Et moi, Manon Massé, ce que j'en retiens, c'est que quand on veut s'inscrire dans une démarche de rassemblement, il ne faut pas se mettre dans une démarche de rapport de force. On reste dans le rassemblement. C'est le plus grand enseignement que moi j'ai reçu à ce moment-là. Intéressant. Je présume que les gens qui nous écoutent en ce moment vont recevoir ce message-là. Parlons un peu de Québec solidaire. Oui. On le sait, le parti vit quand même depuis quelque temps des temps difficiles. Comment tu vois ça, la suite des choses? En fait, j'ai envie de te demander plus précisément, là. Mm-hmm. S'il y a puis il y en a, des jeunes qui s'impliquent à Québec solidaire en ce moment, puis qui commencent dans cette lutte-là, justement. Oui. Quel message tu as envie de leur dire en ce moment? Ben, écoute, moi, je crois profondément à mon parti, mais ce que je crois surtout, c'est que la démocratie, il faut qu'on s'en occupe. Parce que quand on s'en occupe pas, la politique s'en occupe. Ah. Et donc, dans ce sens-là, pour moi, c'est fondamental. Ce que vous faites avec votre balado, c'est de s'impliquer pour la politique. C'est à la marche qu'on a été des Oui Québec. C'est de s'occuper de la politique. Après ça, ben, on vit dans une démocratie avec un mode de scrutin qui est la scrap, mais c'est celle-là qui est là actuellement. Fait que, donc, oui, que des gens souhaitent s'investir en politique partisane, moi, c'est comme, tant mieux. Puis, il y a des partis qui te ressemblent plus, d'autres moins. Tu sais, pour moi, c'est sain qu'il y ait deux partis indépendantistes. Tu sais, ça met en lumière que le projet d'indépendance, il est complexe. Il a plusieurs couches, si on peut dire. Et ça, c'est la réalité. Faire l'indépendance d'un pays du 21e siècle, ça va avoir plusieurs couches. Mais maintenant, pour arriver là, c'est qu'il va falloir s'écouter. Là. C'est comme... je prends juste la loi 21. Fondamentalement, moi, tu me demandes à moi, Manon Massé, la loi 21, ça me rend dingue qu'au Québec, on est gouverné avec une loi comme ça. Parce que ça attaque le droit des femmes. Mais je sais qu'il y a d'autres femmes, dans d'autres partis politiques, qui disent « Ouais, mais une chance qu'on a cette loi-là pour protéger le droit des femmes. » Puis c'est souvent des femmes issues, justement, de l'immigration qui viennent de ces pays-là qu'on entend. Ben oui, exact. Fait que, tu sais, je veux dire, on va pas changer ça. On va pas changer ça, mais l'idée d'être, parce que là, on parle du camp du oui et tout ça, l'idée, c'est qu'il va falloir trouver des zones sur lesquelles on se rassemble. T'sais? Puis pour ça, il va falloir être capable de s'écouter. Il va falloir être capable de mettre de l'eau dans notre vin. Puis il va falloir... Tu sais, quand je dis s'écouter, là, c'est pas juste « Oui, je t'ai entendu, là. » C'est ça, la démocratie. C'est la part des uns et des autres à, mettons, un projet de loi, puis là, ben, l'indépendance, c'est le plus grand projet que peut pas avoir un peuple. Ben ça, tu sais, pour nous autres, il faut que ce soit le peuple qui l'écrive, cette affaire-là. C'est fondamental, c'est viscéral. Tu sais, l'Assemblée constituante, c'est le mécanisme, mais le fond de cette question-là, c'est qu'à Québec solidaire, on veut la souveraineté du peuple. Ben ça, si tu veux la souveraineté du peuple, il faut que tu le travailles. Absolument. Quand on reste dans le sujet de Québec solidaire puis du camp du oui, hier, justement, Vincent Marissal en parlait un peu, à Tout le monde en parle, il disait, quand on veut gagner un référendum ou on veut faire l'indépendance du Québec, il faut mettre du monde, puis là, je reprends ces mots, du monde politiquement ensemble, tu sais. Puis il disait que, il reprochait, en fait, à Québec solidaire d'attaquer beaucoup le Parti québécois sur la personne de Paul Saint-Pierre Plamondon, sur sa personnalité. Est-ce que c'est un constat que tu partages? Est-ce que lui, il disait, je suis mal à l'aise avec ça, je suis pas bien avec ça, puis ça fait partie des raisons pour lesquelles je quitte Québec solidaire. Toi, est-ce que tu es mal à l'aise? Est-ce que tu trouves que, premièrement, c'est vrai? Puis après ça, est-ce que tu as un malaise ou un inconfort avec ça? Écoute, que lui soit mal à l'aise avec ça, c'est probablement qu'il a oublié toutes les fois où PSPP nous a traités de woke, que PSPP nous a... Tu sais, je veux dire, de part et d'autre, ce type de politique spectacle-là,
Tu sais, je regarde, là, dans les derniers jours, il y a eu une publication du parti pour, pas paraphraser, mais, tu sais, ça se voulait un geste d'humour où le livre de Ruba qui dit les gens du pays, son livre à elle, là, les gens du pays Viennent d'ailleurs. viennent aussi d'ailleurs. Ouais. Puis là, le parti avait fait une parodie avec ça, avec la face de PSPP en disant les gens du pays ne viennent pas. Les gens d'ailleurs ne sont pas les bienvenus. Ne sont pas les bienvenus. C'est assez rough. Fait que oui, absolument, c'est rough. Se faire traiter de woke aussi, c'est rough, je peux te le dire. Parce que moi, j'en ai des répercussions dans la rue. Il y a du monde qui m'accueille de façon difficile. Ceci étant dit, ben oui, mais à la minute où il y a du monde qui a dit hey, « wow, ça, c'est trop, ça fait mal », on l'a enlevé. Ça, c'est bien. Ben oui, parce qu'on est des humains. Fait que oui, je veux dire, la politique spectacle dans laquelle on est malheureusement, utilise toutes sortes de moyens pour se faire entendre. Des fois, puis dans ce cas-là, on l'a reconnu, on l'a retiré, mais des fois, la parodie, ça marche. La moustache à Manon, qui au Québec ne connaît pas la moustache? Mais au début, là, c'était pas fin, ce qu'on disait de moi là-dessus. Bon. C'est terrible, ça, hein, ces attaques-là. Autant puis je le dis sans partisanerie, là, quand on s'attaque à des gens comme ça, c'est sale comme méthode de faire de la politique. Je veux dire, moi, être, tu sais, c'était qui, comment ça s'appelait, une émission de radio là, qui faisait, c'est fini maintenant, cette émission-là, où il parodiait Manon Massé. C'était puissant, là. C'était drôle. C'était pas toujours fin, c'était de l'humour. Les humoristes sont pas toujours fins, là, tu sais. Mettons, Jean-René Dufort, pas toujours fin, tu sais. Mais je pense qu'il faut être capable à un moment donné de dire « Oups, là, ça, c'était trop. » Puis juste de se retirer puis de dire « On s'excuse, là. C'est comme, c'était pas la bonne affaire à faire, là, tu sais. » Mais est-ce que ça va arrêter d'exister la parodie? Je pense pas. Je pense pas que ça va arrêter d'exister. Mais il faut être sensible quand les gens disent ben là, c'est plus drôle, ça blesse. C'est ça, oui. Puis c'est ça. Puis c'est sûr qu'il y a une distinction aussi entre une émission comme Infoman qui veut Oui, rire de tout le monde, puis quand les partis politiques. Puis il y a eu des attaques, comme tu le dis, là, de la part du Parti québécois envers Québec solidaire, puis ça va dans les deux sens. Quand les partis s'attaquent sur leur personnalité ou des affaires superficielles, bon, c'est ça. C'est regrettable, mais je salue. Puis je pense que tout le monde va le reconnaître. Que vous l'ayez retiré, puis que vous avez fait un mot d'excuse par rapport à ça, je pense que ça en dit beaucoup sur vous, justement, comme humain. Ben, continuons. J'attends toujours les excuses. Parce que oui, je suis woke, mais j'en suis fier. Ben c'est ça. Moi dans ma tête, woke, c'est pas nécessairement négatif. Exactement. Mais viens de promener. Ben là, moins parce que ils se sont calmés, là. Ils ont arrêté là, de nous accuser, François Legault, en chambre, là. C'est quelque chose, là. Ben, mais pour moi non plus, c'est pas une insulte. Défendre les droits des gens. Hey, c'est l'histoire de ma vie, s'il fallait que ce soit une insulte. Mais oui, à un moment donné, au Québec, c'est devenu clairement. Il y a même des études universitaires qui en font la démonstration. Là. C'est devenu une façon de nourrir le discours conservateur puis de pointer les gens qui défendent les minorités. Oui, ça élève pas le débat, vraiment, là, c'est ce genre de choses-là. On va finir en parlant un peu de ta carrière politique, Manon. Ben oui. Je voudrais savoir, c'est quoi ta plus grande fierté? Tu t'es présenté pour la première fois en 2006 dans Sainte-Marie-Saint-Jacques. Tu as été élu en 2014, si je ne m'abuse. Oui. Ça a pris quand même plusieurs élections. 91 voix. Exact. C'est vrai, la première élection, c'est ça, je voyais hier sur Wikipédia. C'est quoi ta plus grande fierté en sortant justement de la politique dans quelques mois? Ben, écoute, peut-être qu'il va arriver des plus grandes fiertés dans la prochaine année, parce que je me retire seulement, je me représente pas en 2026. Je pense que, finalement, parce que je me suis posé un peu la question dernièrement, je me suis fait poser beaucoup, je pense que vraiment ma plus grande fierté, c'est d'avoir amené dans le paysage politique quelqu'un qui ne fit pas dans les normes. Puis ça, je pense que c'est un message
très clair pour plusieurs Québécois et Québécoises. Il y en a qui en ont fait des railleries puis tout ça, ça leur appartient. Moi, je suis plutôt sensible à tous les gens qui sont venus me voir pour me dire que ça avait changé leur vie parce que, premièrement, ils me comprenaient quand je parlais. Ça me fait toujours rire quand j'entends ça. Ah, toi, on te comprend quand tu parles. Et où je sens maintenant que je peux exister parce que je sais que j'ai ma place, puis peut-être que, voire même, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser de faire de la politique alors que j'aurais jamais pensé à ça. Ben moi, juste ça, donner à des humains l'espèce de carte de visite de dire, oui, tu as le droit d'exister comme t'es, puis tu sais quoi, peu importe ce qu'on dira de toi, toi, tu le sais. T'es qui, puis tu fais quoi, puis tu vas où. Sois qui tu es et ta vie sera beaucoup plus légère. Tellement. Non, mais tellement, Manon, là, c'est sûr que tu laisses comme un bel héritage tu sais, de la de tout ce qui est de la représentation, c'est tellement important qu'il y a de pas peut-être de ces normes-là qui sont comme classiques et tout. Puis là, t'es toi, là, finalement, Manon, comme on s'attache à Manon, là, vraiment. Là, moi, c'est ça que j'entends toujours. Puis je pense que tu peux vraiment être fière de ça. Une femme. Puis, ben, si tu t'exprimes super bien aussi, là, c'est fun quand même. C'est un beau compliment que les gens disent qu'ils te comprennent. Comme, Oui, ben moi, j'aime ça. wow, c'est incroyable. Là. C'est vraiment un beau compliment. Ben merci, toi aussi, tu viens de m'en faire un beau par le fait même. Fait que c'est ça, je pense que je vais avoir laissé une trace. Puis après ça, ben, tu sais, quand tu es dans l'opposition, tu sais, moi j'ai commencé, j'étais députée indépendante. Après ça, on était deuxième groupe d'opposition. C'est comme, tu fais pas de miracle là, quand tu as un gouvernement à 90 députés là, qui veut pas écouter, qui veut pas entendre. Tu sais, dans le temps de la pandémie, là, François Legault était le seul qui avait toute l'exposure. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. Le monde dit, on te voit pas, on t'entend pas. Ben, ouais, m'a t'expliquer pourquoi. Fait que voilà. Fait que non, moi, je pense que c'est le plus important, puis je suis fier de ça. Oui, vraiment. Puis c'est sûr que c'est un exemple pour justement les femmes, pour les personnes issues des diversités, mais même pour les hommes qui fit plus dans le moule, de voir quelqu'un qui assume pleinement sa personnalité. Tu peux être toi-même en politique. T'es pas obligé de devenir un banquier, un avocat, quoi que ce soit, de te mettre à te parler pas vrai, au final, parler faux, tu sais. Tu peux rester toi-même. Ouais. Puis je pense que ça fait du bien, ça, en politique. Puis je dis pas que ça prend pas des avocats, là. Comprenez-moi bien s'il y a des avocats qui nous écoutent. Ben oui, ça ben en prend, oui. ça prend tout le monde. Ça prend tout le monde. Ça C'est prend vraiment tout ça, le ça monde. prend tout le monde. Le Exactement. Parlement, ça doit être le reflet de la société, Tellement. avec toute sa diversité. Je vote pour toi. Parfait, un vote de plus. On passerait à la partie ça ou ça, avant de conclure. Donc, c'est des questions en rafale, si tu le veux bien. OK, ben oui, on va essayer ça. Puis, si tu veux préciser, tu pourras libre à toi, mais ça se veut ludique, puis il y a quelques petites questions amusantes. Lève-tôt ou lève-tard? Moi, je suis plutôt lève-tard, surtout en vieillissant. Je te comprends. Option citoyenne de Françoise David ou Union des forces progressistes d'Amérique à dire? Ah ben moi, j'étais Option citoyenne. Je l'ai fondée avec Françoise et François Saillant, puis voilà. Mais je suis bien contente que ce soit devenu Québec solidaire. Les colocs ou les cow-boys fringants? Oh! Ah là, ben, je suis obligé de te dire les deux parce que ça dépend de mon mood. Bonne réponse. Ça dépend du temps de l'année. PQ ou Oui. PLQ? Écoute, je dirais sur 90%. En fait, c'est difficile cette réponse-là. J'aurais tendance à dire PQ, mais pas sur la totalité. Puis il y a des fois, tu sais, le droit des personnes trans, là, c'est le PLQ qui l'a fait. Tu sais. Fait que moi, ce que j'aimerais, c'est un Parlement qui travaille en collaboration au lieu de travailler en compétition. Ça, mais mon rêve est lointain. Un jour. Je Ça va vote- prendre l'indépendance! je vote pour ça aussi. Diane Dufresne ou Marjo? Ah, mon Dieu, Diane Dufresne. Ça serait content. Tu as bien fait tes devoirs. Ouais, C'est mon amour, Diane Dufresne. Gauche militante ou gauche pragmatique? Oh, moi, j'ai ça. Gauche, point. Gauche, point. Ouais. Harmonium ou beau dommage? Harmonium. Harmonium. Tu l'avais deviné, hein? Québec indépendant avec un gouvernement de droite ou Québec province avec un gouvernement de gauche? Ben, si le Québec était indépendant, on pourra sortir le gouvernement de droite. Bien répondu, ça. Convergence des indépendantistes ou division des indépendantistes? Ah ben non, convergence. Discussion, comme je le disais tantôt, il faut qu'on se parle.
Ben, merci beaucoup, Manon, de ton passage à Génération Oui. On avait très hâte de te recevoir. Oui, merci beaucoup, Manon. Merci à vous autres. Donc, on va te suivre encore pour les prochains mois pour ce qui s'en Exact. vient Exact. sur tes réseaux sociaux. Encore une fois, merci beaucoup. Merci à Génération Oui de faire ce bout-là de travail essentiel. Ben, merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur de le recevoir de ta part. Puis sur ça, ben, si vous avez aimé l'épisode, évidemment, abonnez-vous, aimez, commentez, partagez. Ça va nous aider énormément à faire grandir le camp du oui. On pense que c'est vraiment important. Si on veut faire gagner, puis si on veut que le Québec devienne un pays, il faut commencer à en parler. Puis là, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, partagez la discussion si ça vous parle à des gens que vous pensez que ça peut rejoindre. On approche justement des 4000 abonnés. On devrait peut-être les dépasser avec cet épisode-là sur YouTube. Donc, abonnez-vous, ça va vraiment nous faire du bien. Et sur ça, on se dit À la prochaine fois. à la prochaine fois tout le monde.